Donc, nous sommes dans le cadre d'un événement de voyage en terre bio qui accompagne le Congrès mondial de l'agriculture biologique. Et un objectif de voyage en terre bio, initialement, c'était d'accueillir les paysans du monde entier sur notre territoire et de faire un voyage avec eux. Les événements sont différents de ce qu'on avait imaginé au départ. Et Voyage en terre bio est resté avec un objectif principal, finalement, c'est d'aller à la rencontre des uns et des autres. Donc ce soir, on remplit parfaitement notre ambition de départ, c'est d'avoir des congressistes qui rencontrent les gens du cru et que les gens du cru aussi puissent discuter avec les congressistes et aussi des intervenants du congrès. Donc nous sommes quelques intervenants du congrès qui sommes sortis pour vous parler du sujet principal de ce congrès qui est de ses racines, la bio inspire la vie. Donc, et les événements que l'on vit en ce moment nous donnent encore plus d'enthousiasme et de dynamisme pour partager toutes les valeurs de l'agriculture biologique et en faire un véritable projet de société. Donc aujourd'hui, on parle de regard croisé sur la bio pour inspirer demain, parce qu'on a tous une longue expérience de l'agriculture biologique, mais d'un angle d'approche différent. Donc, c'est ces angles d'approche qu'on va vous proposer ce soir. Donc, 2 mots sur ce congrès mondial de l'agriculture biologique. On est très fiers de l'accueillir et en plus, c'est un anniversaire. On est fiers de l'accueillir puisque, à l'origine, ça a été la Fédération mondiale de l'agriculture biologique qui pilote ce congrès, a été imaginé par un Français, le président de Nature et Progrès, en 1972. Et depuis cette date, le congrès n'est revenu en France. Et le congrès est quand même un moment fort de cette Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique. C'est un moment où on met ensemble toutes nos expériences, tous nos désirs de faire ce monde un peu plus bio, et on voyage d'un continent à l'autre. La dernière fois, nous étions à New Delhi. Et tout se passe comme pour les Jeux Olympiques. Il y a plusieurs candidatures qui arrivent à chaque congrès pour définir, voter celui qui portera le congrès suivant. Et donc la France, et plus particulièrement Rennes et la Bretagne, ont été élus pour accueillir ce congrès. Donc c'est une grande fierté pour nous et c'est aussi une occasion de partager notre enthousiasme bio en Bretagne. La bio, c'est pas ce qui était le premier élément reconnu en Bretagne pour l'agriculture, mais la bio est aussi très, très dynamique en Bretagne. Un des premiers présidents de IFOAM fut aussi breton. Voilà, donc je vous présente maintenant rapidement qui nous sommes. Donc moi, je suis chercheur à l'INRA et en même temps, je suis présidente de cette petite association Voyage en terre bio qui organise les événements. Donc, mon travail sur l'agriculture biologique date de plus d'une vingtaine d'années et j'ai engagé mon travail sur l'agriculture biologique à travers la diversité, la biodiversité. Et quand j'ai commencé il y a 20 ans, il fallait réfléchir aux semences pour l'agriculture biologique puisque à cette époque-là, il y avait une réglementation qui allait imposer de produire bio avec des semences bio. Donc l'idée, c'était en même temps que cette réglementation, se questionner sur qu'est-ce qu'étaient nos semences. Et donc, la diversité est un élément essentiel pour recréer un écosystème stable et résilient, puisqu'il faut bien se mettre en tête que l'agriculture conventionnelle a basé son développement, son industrialisation sur l'homogénéité, la stabilité, pour rendre que tout le processus industriel de la graine à l'assiette puisse être basé sur justement la standardisation des pratiques. Donc, de penser la bio à travers ses semences et sa diversité, c'est de prendre le contre-pied de toute la base qui a fait le développement de l'agriculture conventionnelle. Voilà, donc je travaille depuis 20 ans avec les paysans qui reprennent en main leurs semences. C'est en même temps, et comme on va le dire d'un bout à l'autre de nos témoignages, on va vous présenter la bio comme un projet à la fois biotechnique, mais aussi un projet éthique et un projet de société. C'est-à-dire qu'à travers ces semences diversifiées, c'est une autre organisation entre les semences et c'est vraiment une organisation sociale qui est importante pour pouvoir justement promouvoir cette diversité. Donc aujourd'hui, autour de moi, j'ai Jacques Kapla, qui est un agronome, mais aussi avec une thèse d'anthropologie. Donc, il travaille à l'association Agir pour l'environnement.
Ensuite, Jean-Michel Florin, qui est formateur en biodynamie et qui est co-directeur du département agriculture au Goetheanum en Suisse. Sylvie Poteau, qui est une collègue de l'INRA, qui est biologiste, mais aussi qui est philosophe. Et ensuite, on a Ludovic Brossard, avec qui on collabore depuis aussi plus... Il représente la ville. C'est un élu à la ville de Rennes, à l'alimentation durable et à l'agriculture urbaine. Et on a une longue collaboration aussi avec la ville de Rennes pour travailler, penser le territoire et en même temps qu'on développait l'agriculture biologique. Ensuite, Gauthier Chapelle interviendra. Donc, Gauthier Chapelle est un agronome, un chercheur interdépendant et aussi il a à cœur de dire qu'il est un homme au foyer, il prend soin de sa famille. Et Corentin, un jeune docteur, et il est important de remarquer que sa thèse a été primée récemment, qui est sociologue aussi, par la Fondation Terre Solidaire, et il a reçu un prix pour une transition juste et solidaire. Donc il nous parlera de justice écologique. Donc, si vous voulez qu'on reparle semences, à la fin, on pourra se retrouver autour de notre ouvrage que j'ai coécrit avec Gauthier Chapelle, La graine de notre assiette, pour expliquer toute cette histoire à la fois de l'agriculture et des semences. L'idée, c'est pas d'aller dans le détail des choses, mais c'est de vous montrer qu'on aborde le projet d'agriculture biologique et de son développement doit aussi impliquer différents regards et une vision transdisciplinaire et collaborative pour avoir un véritable projet. Jacques, je te laisse la parole. Toi, tu vas pouvoir nous parler vraiment de cette histoire de l'agriculture biologique. J'ai attrapé le micro. Donc oui, pour développer un tout petit peu ma présentation, je suis fils de paysan, donc l'agriculture, j'ai nagé dedans. Et je connais Véronique aussi depuis une vingtaine d'années, puisque j'ai fait partie des fondateurs du réseau Semences Paysannes. Et heureusement qu'elle était là pour nous permettre de contourner les lois sur les échanges de semences grâce au... Ben non, on les contournait, on jouait avec, on ne les transgressait pas, voilà. Et on utilisait justement le fait d'avoir des programmes de recherche grâce à elle pour pouvoir échanger des semences, ce qui autrement nous aurait été interdit. Bon, maintenant, la réglementation a évolué, mais ça a été vraiment précieux pendant très longtemps. Et aussi, Véronique est trop modeste quand elle parle de la candidature de Rennes et tout ça. Il faut préciser que c'est quand même Véronique qui l'a porté à bout de bras. Donc je pense qu'on peut même l'applaudir, parce que franchement... Alors sinon, moi, il se trouve que je suis aussi depuis quelques mois président d'IFOAM France. Donc c'est normal que je sois au congrès d'IFOAM. Je précise qu'IFOAM France n'est qu'une structure de concertation des membres français d'IFOAM. Donc je ne représente pas les bio-français. Chacun se représente tout seul très bien. Et donc je parle effectivement plutôt en tant qu'agir pour l'environnement qu'en tant qu'IFOAM France. Alors je sais pas, est-ce que tu veux que je développe exactement en fait ce soir, Véronique? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux développer. Donc... Qu'est-ce qu'à ton avis, dans ce développement de l'agriculture biologique de ces dernières décades, est le plus fort pour inspirer demain? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que notre société attend beaucoup de ceux qui ont déjà une expérience pour justement avancer vers un environnement plus sauvegardé, une alimentation plus saine. Et c'est l'expérience des praticiens de l'agriculture biologique et de tous ceux qui les entourent ont un message à passer aujourd'hui. Et toi, en tant qu'agronome et anthropologue, quel message on passe de notre expérience de ces 20 dernières années ou 30 dernières années pour inspirer demain et dans l'urgence dans laquelle on se trouve aujourd'hui? Merci, c'est précis, c'est bien, c'est ambitieux. Oui, il faut. Moi, je dirais que pour moi, l'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est d'arriver à ne pas perdre de vue ou même peut-être à faire prendre de vue, si j'ose dire, pour beaucoup de gens qui ne l'ont pas forcément toujours compris, ce qu'est l'agriculture biologique globalement, fondamentalement, depuis ses origines. Paradoxalement, il y a des gens qui font de la bio sans vraiment savoir ce qu'est la bio. Enfin, je suis un peu méchant, mais c'est-à-dire qu'on a tendance dans le monde agricole européen, mais pas seulement en Europe, à considérer que l'agriculture, c'est quelque chose qui existe au singulier, qui est universel, et puis qui pourrait se décliner chimique ou pas chimique. Alors, pas chimique, c'est bio, voilà. Industriel ou paysan, etc. Et c'est comme ça que j'ai entendu souvent dire bah oui, mais bio, c'est bien, mais paysan, c'est mieux, ou je sais pas quoi. En fait,
c'est parce qu'en fait, dans l'idée, c'était que bio, ça voulait dire sans chimie, c'est bien, mais paysan, c'est mieux, etc. Et en fait, il y a vraiment cette confusion, bio serait sans chimie. Et en fait, je vais un peu provoquer, mais pour moi, un des points de départ pour comprendre vraiment tous les débats de l'agriculture, c'est d'abord de comprendre que l'agriculture n'existe pas. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il n'y a pas d'agriculture, hein, je pèse mes mots, c'est que l'agriculture n'existe pas au singulier. Il y a des agricultures. Elle a été inventée une trentaine de fois dans l'histoire de l'humanité, à des endroits différents, dont au moins 5 ou 6 fois vraiment totalement indépendamment, parce qu'il y en a d'autres qui se sont influencés. Et de toutes ces formes d'agriculture, enfin dans chacune de ces formes d'agriculture, il y avait des bases agronomiques différentes, il y avait des visions du monde différentes. Et donc il y avait des rapports au vivant, des rapports à la technique, des organisations sociales, donc derrière une façon de construire l'agriculture, qui est toujours un reflet de l'organisation sociale, qui était différente. Et il se trouve que dans toutes ces formes d'agriculture, il y en a une qui s'est mise, que l'histoire a conduite à dominer le monde. C'est celle qui est apparue au croissant fertile au Moyen-Orient, Syrie, Irak, Liban actuel, et qui a gagné l'Europe, et qui, depuis l'Europe, a gagné l'Amérique et l'Asie pendant les grandes conquêtes du XVIe siècle, l'Afrique et le reste de l'Asie au XIXe, et a fini par s'imposer à l'ensemble du monde au moment de la révolution verte dans les années 1970. Sachant que la révolution verte, le mot vert à l'époque voulait dire agriculture, hein, pas environnement. Hein. Elle n'a rien d'écolo. Et cette agriculture qu'on appelle conventionnelle, parce qu'elle fait convention dans les institutions internationales, c'est juste une parmi d'autres. Et donc, pour moi, un point qui est vraiment fondamental, si on veut réfléchir sur l'agriculture en général, et en particulier développer la bio, c'est de comprendre que cette agriculture conventionnelle, elle est basée sur des choix. Elle n'a rien d'immanent, elle n'a rien d'universel. Le fait que dans un champ de blé, il n'y a que du blé, ça n'est pas l'agriculture. C'est un choix agricole précis de l'agriculture conventionnelle. Le fait qu'on agrandisse les parcelles pour pouvoir avoir une rationalisation et une mécanisation. Alors, mécanisation, c'est quelquefois utile, mais une motorisation, ce qui a été vraiment un virage au XIXe siècle, c'est un choix. C'est un choix pour standardiser pour l'industrie. La motorisation du XIXe siècle a été faite pour ça. Il y a des textes qui en témoignent. Hein. Les historiens peuvent... il y a eu des travaux d'historiens là-dessus. Et donc, toute cette agriculture qui puise ses racines dans l'Antiquité, parce que grosso modo, sa façon de voir réductionniste, c'est-à-dire en réduisant le monde à des modèles simples, à des équations simples, elle date d'Aristote, en fait, elle date de la Grèce antique. Cette agriculture, elle a fait des choix, elle n'a rien d'immanent. Et l'agriculture bio, c'est d'autres choix. C'est pas enlever la chimie à celle-là, c'est en faire une autre. Et c'est complètement différent de ce qu'on entend la plupart du temps, où on pense que la bio, ça serait juste la même chose, moins la chimie. Alors, moins la chimie, ça marche moins bien, ça c'est sûr. Mais autre chose, ça marche mieux. Et c'est complètement différent. Et en fait, voilà, moi, ce que j'aimerais rappeler, je voulais rappeler ça, parce que pour se poser la question, parler des enjeux et de ce qu'il faut qu'on prenne en compte aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on a cette conscience-là, on peut se demander, finalement, en pratiquant l'acte agricole, qu'est-ce qu'on construit ? Quel rapport au vivant ? Quel rapport aux humains ? Quel rapport des humains entre eux ? Des vivants entre eux, les humains faisant partie évidemment du vivant. Et c'est la construction de ces relations. L'étude des relations, c'est une approche systémique ou holistique. C'est la construction de ces relations qui est extrêmement importante. Et c'est pas par hasard si aujourd'hui les techniques agricoles et les démarches agricoles plus globalement, parce qu'il n'y a pas que des techniques, qui répondent au problème du dérèglement climatique, sont les mêmes qui répondent au problème de l'effondrement de la biodiversité, sont les mêmes qui répondent au problème de l'aliénation des communautés paysannes à travers le monde et de l'accaparement des terres, etc. Et toutes ces techniques ou toutes ces démarches, finalement, c'est tout un ensemble qu'on peut appeler l'agriculture biologique. Il n'y a pas une agriculture biologique non plus, il y a des démarches différentes. Par contre, il y a un point commun qui est un regard remettant en lien le vivant, les humains, les techniques, et de penser que les techniques ne sont qu'une résultante d'une interaction entre humains et vivants. Et une fois qu'on a cette démarche-là, je pense que ça éclaire beaucoup de choses. Par exemple, la question de l'industrialisation, on voit bien qu'elle ne peut pas se traiter n'importe comment. Enfin, je veux dire, industrialiser une agriculture, c'est déjà prendre parti vers une standardisation, vers une aliénation des paysans. Parce que qui dit industrialisation dit que les paysans n'ont plus la maîtrise de tous leurs actes techniques, etc. Donc, il y a vraiment une cohérence globale qui se construit. Et je pense qu'une fois qu'on a vraiment cette cohérence en tête, ça va tout seul. Beaucoup de paysans l'ont instinctivement. Dans le monde, beaucoup d'agriculteurs qui font de la bio ont instinctivement cette compréhension-là.
Mais nous, je dirais, ceux qui réfléchissent, et puis IFOAM en tant que fédération internationale, et tous les militants, tous ceux qui travaillent à développer autre chose, je pense que c'est important de toujours se poser la question, est-ce que c'est cohérent avec cette vision globale ? Quand c'est pas cohérent, c'est parfois un compromis. Il faut aussi en faire des compromis, mais en sachant que c'est un compromis. Et quand on fait un compromis, il faut toujours être capable de le re-questionner. Il ne doit jamais être définitif. Le problème des gens qui se disent réalistes, c'est qu'ils font un compromis et qu'une fois qu'ils l'ont fait, ils le justifient pendant 20 ans. Et ils ne veulent plus jamais le remettre en question. Moi, ça ne me gêne pas d'en faire, mais si 2 ans plus tard, on me dit qu'il n'est pas bon, j'accepte, enfin j'essaye d'accepter, d'en changer. Après, c'est toujours difficile, hein, ça demande de l'humilité, c'est pas toujours simple. Voilà, pour une introduction un peu générale, il ne faut pas que je sois trop long quand même, parce qu'on est nombreux à parler, donc je vais passer la parole à Jean-Michel, enfin, à moins que tu veuilles l'introduire. Donc j'introduis Jean-Michel Florin du mouvement d'agriculteurs biodynamistes, et qui va nous dire plein de choses passionnantes aussi. Bonsoir à tout le monde. Je voulais continuer, prendre peut-être un angle un peu différent, mais chacun a parlé de vision du monde, hein, on montrait un peu comment notre vision du monde agit sur la manière dont tout ce qui nous entoure se montre maintenant à nous, la situation dans laquelle on est. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de regarder un peu, je sais pas, dans votre village ou dans votre ville, etc., les jardins des voisins, les différents jardins. C'est quand même impressionnant comment les jardins peuvent être différents. Et en fait, on a un reflet chaque fois de la vision du monde de enfin, quelque chose qui vit à l'intérieur des personnes qui font le jardin. On le voit dans leur jardin. Ça peut être des fois même un peu assez intime de regarder les jardins des gens. Ouais, je vous propose de faire l'exercice. Et ça veut dire que si on regarde la terre, notre terre entière comme jardin, waouh, et ben là, on peut pas être fier de notre vision du monde. Si on prend ça très au sérieux, ça veut dire que la terre, la situation de la terre aujourd'hui, là, ce qui nous tombe sur la tête à longueur de temps, hein, je ne sais pas si vous lisez les journaux ou autres, c'est le reflet de la manière dont la vision du monde qu'on porte sur toute la nature, sur tout l'environnement, sur tout ce qui nous entoure, en fait. Si on prend ça au sérieux. Et c'est pour ça qu'on est, je pense, à l'Anthropocène. Hein, ça veut dire que la Terre, partout, on a mis notre trace. Et alors, peut-être pour décrire ça en 2-3... Enfin, c'est ça mon hypothèse. Hein. Si on regarde un petit peu la situation, si je prends la situation des éléments, parce que je trouve que la situation actuellement est suffisamment grave pour qu'on se réveille un bon coup, on a l'impression que les éléments sont tous déchaînés, quoi. Hein. C'est à tour de rôle, hein. Mais en même temps, il y a 10 fois trop d'eau à un endroit, il y a 100 fois trop de chaleur de l'autre. Enfin, je ne vous fais pas les récits des 2-3 derniers mois, ou même d'aujourd'hui, hier, etc. Donc au même moment, hein, vous avez froid humide à l'ouest de l'Europe, et puis est-sud-est de l'Europe, vous avez les incendies en Grèce, Turquie, etc. Même chose aux États-Unis, hein, côte est très humide et froide, côte ouest jusqu'au Canada extrêmement chaude, etc. Qu'est-ce qui se passe si on regarde en fait et qu'on considère les éléments pas comme des... Oui, comment on peut considérer ces éléments en fait, hein? On pourrait se dire ils sont complètement déchaînés, hein, si je regarde. Ils ne travaillent plus du tout en coopération, ils ne travaillent plus du tout ensemble. Si maintenant je prends les éléments comme quelque chose qui contribue à notre climat, à tout ce qui se passe dans notre environnement, ils sont déchaînés et chacun s'affirme avec une puissance extrêmement violente. Alors maintenant, on peut se dire, oui, mais comment on a observé, comment on considère ces éléments, je prends cet exemple-là, on pourrait faire avec les plantes et les animaux, depuis quelques siècles. Bon, on les considère comme des ressources pures, comme des forces mécaniques qu'on exploite à fond, dans des grands barrages. Bon, l'eau, en général, on ne veut pas la voir, ou alors on l'enferme dans un barrage où on la fait passer en dessous. Hein. Vous ne voyez plus l'eau dans les campagnes, hein. Il n'y a plus d'eau. Canalisée, machin, là. Du coup, toutes ces zones intermédiaires avec l'eau, les berges de rivières et tout ça ont en grande partie disparu. Hein. Là où l'eau rencontre la terre, elle n'a plus la chance d'échanger avec la terre. L'eau, elle doit filer. La terre, elle est plutôt... on ne la voit pas non plus beaucoup, la terre, de moins en moins d'ailleurs, hein, bétonné, macadamé, tout ce que vous voulez. En fait, si vous regardez, chaque élément est séparé des autres. Et c'est comme ça qu'on les considère, comme des choses à exploiter, à utiliser. Donc on les sépare comme des objets. On a complètement réifié les éléments. Et maintenant qu'on les a bien réifiés, ils se comportent effectivement comme des choses réifiées extrêmement violentes. Et maintenant, toute la question, ça serait de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut
est-ce qu'on peut déjà comment on peut les approcher en nous, hein, intérieurement, ces éléments? Comment on peut dire, faire un peu la paix avec les éléments? Et puis, de manière peut-être encore plus pratique, se dire, mais comment, on parle d'agriculture, hein, comment dans un domaine agricole, j'ai horreur du mot exploitation agricole, hein, c'est exploitation, c'est un compte d'exploitation, c'est une approche absolument comptable de l'agriculture, hein, c'est un terme qui est juste comptable. Mais on ne fait pas que de la compta en agriculture normalement, enfin normalement, je ne sais pas. Mais bon, donc voilà, sur un domaine agricole, sur une ferme, appelez-le comme vous voulez, comment on pourrait faire pour changer d'attitude envers les éléments? Parce qu'en fait, on leur fait la guerre aux éléments. On les maîtrise, on les utilise, on les exploite, ou on leur fait la guerre en les empêchant totalement de s'exprimer, en fait. Quand je canalise toute l'eau et que je la fais toujours passer sous la terre, partout, en fait, je l'empêche totalement de s'exprimer. Si on considère qu'un élément, ce n'est pas juste un truc, mais c'est peut-être quelque chose qui a une certaine partie de quelque chose qui est comme la vie de la Terre, prenons ça comme hypothèse. On peut. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que chaque élément a peut-être besoin de s'exprimer avec les autres, de collaborer, d'échanger. Et du coup, si vous commencez à travailler, à aménager votre domaine agricole comme ça, on arrive à quelque chose de tout différent. C'est-à-dire comment, dans mon domaine agricole, je peux créer des espaces où il y a l'expression pour chaque élément. Pour donner un exemple très concret, moi je suis formateur avec les paysans ou les étudiants là, qui se forment en biodynamie. Hop, on prend 1h30, on va sur la ferme, on fait tout le tour et on repère, on fait une promenade des éléments et on essaye d'être sensible à tous les éléments. Et on regarde, après on fait un bilan. Qu'est-ce qui ne s'exprime pas? L'eau. Ah bah oui, il y a plein de coins humides, mais il n'y a pas un endroit où on voit l'eau. Elle n'a pas le droit. L'eau, elle est en dessous, elle sointe, ou l'air, il y a des endroits, il y a énormément d'air, des endroits, il n'y a pas d'air du tout. Et on retravaille après, par exemple, à partir de ça. Mais il n'y a pas que l'aspect pratique d'aménagement, il y a l'aspect de se dire, mais les éléments, c'est peut-être, alors je ne sais pas si j'ose le mot, mais c'est peut-être des entités qui sont plus qu'une réalité physico-chimique, c'est peut-être des parties de la vie de la Terre qui demandent aussi à s'exprimer, comme une plante a envie de s'exprimer, comme un animal a envie de s'exprimer. Et du coup, l'eau, je vais lui proposer de s'exprimer. Ça veut dire, je crée une mare ou je refais un fossé et je permets à la rivière à nouveau de circuler. Et cette attitude, on peut aussi je vais m'arrêter pour ne pas être trop long, mais on peut aussi la développer de la même manière avec les plantes et les animaux. Alors, on va dire, oui, bon, on n'en peut plus, hein, en fait. On a quantité de maladies cryptogamiques. Cette année, c'était record battu. On a toujours plus de champignons, toujours plus de parasites. Donc, il faut toujours plus de traitements. Hein, vous connaissez l'histoire. Et alors, il y a une provocation en biodynamie. On dit, non. On dit bienvenue aux maladies. Alors, ça provoque. Hein. Et bienvenue aux parasites. Alors, il va dire, le mec, il est vraiment malade. Hein. Quand je raconte ça à mes viticulteurs biodynamistes, ils me disent, mon gars, tu repasseras avec ton histoire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le domaine agricole que vous avez aménagé avec les différents éléments, vous allez avoir des zones humides. Ces zones humides, c'est des zones où il y a beaucoup de matière organique qui peut se décomposer. Dans ces zones-là, en fait, tous les micro-organismes ont un lieu vraiment très propice pour les champignons, la décomposition, tout ce monde de la décomposition. Et bien, en fait, on dit, là, le monde des cryptogames, le monde des champignons, le monde des décomposeurs, on lui offre une place dans le domaine agricole, et sachant qu'il a une place et qu'on le respecte et qu'on l'accueille, il sera beaucoup moins gênant dans les cultures. C'est une pensée relativement provocatrice, je comprends bien, mais c'est vraiment une idée qu'on essaie de développer en biodynamie. Et je connais des domaines sur lesquels ça marche vraiment. Moi, je connais un maraîcher, il a plein de zones humides et il a pourtant beaucoup moins de maladies cryptogamiques que ses copains qui passent leur temps à trouver des traitements, quoi. Donc juste, essayons de penser les choses autrement et de penser accueil au lieu de guerre aux vivants, au lieu de guerre aux éléments, au lieu de repousser, de cacher en se disant chaque être, chaque élément a le droit de s'exprimer quelque part et si chaque domaine agricole donne la possibilité aux éléments et aux plantes et aux animaux de s'exprimer, et je parle aussi des sauvages bien sûr, en leur offrant une place, en leur disant mais je t'accueille, mais je te donne une place. Juste changer complètement d'attitude intérieure, d'être dans une attitude d'accueil. Alors ça peut paraître très... Comme on dit, bisounours aujourd'hui, expérimenté. Hein, et c'est, voilà, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je voulais juste faire une petite esquisse dans ce sens-là. Merci bien. Bonsoir. Moi, je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur cette tendance à aller vers une déclinaison chimique ou pas chimique
de l'agriculture, et on pourrait dire aussi une déclinaison technique. Et le problème, c'est que lorsqu'on est dans ce genre de discussion, quelles que soient les techniques, quelles que soient, etc., on est toujours dans quelque chose qui est très objectifiant et d'une une forme, quelle qu'elle soit, d'agriculture qui pourrait très bien être une agriculture sans les agriculteurs, sans les paysans. Et ce qui pourrait être, comment dire, le spectre de l'agriculture qui se profile à l'horizon, d'une agriculture connectée, etc. Donc, comment, ce qui manque pour contrebalancer, disons, cette tendance, cette déclinaison technique, c'est finalement de revenir aux êtres humains, donc à une déclinaison anthropologique, une déclinaison politique, et je vais l'appeler le peuple bio. Le peuple bio, c'est-à-dire que c'est avant tout, c'est pas des techniques, c'est d'abord des êtres humains qui ont envie de vivre et de s'harmoniser, disons, avec le monde vivant dans lequel ils sont intégrés, où ils vivent. Alors, ce peuple bio, c'est un joli terme, mais bon, qu'est-ce que c'est un peuple ? Un peuple, c'est une identité. Alors, c'est chacun de nous, hein, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Mais si on commence par vouloir dire qui on est en tant qu'identité, chacun va être dans sa singularité et on va un petit peu avoir quelques difficultés. Alors, moi, j'ai toujours tendance à revenir à ce qui est un petit peu mon thème de recherche, c'est la question de l'ontologie. Donc, l'ontologie, c'est le discours ou le récit sur ce que sont, ce qu'est une chose. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, je pense qu'il faut revenir aux ontologies de l'agriculture. Qu'est-ce que c'est une plante ? Une plante bio, qu'est-ce que c'est une plante bio ? Qu'est-ce que c'est une plante pas bio ? Qu'est-ce que c'est un animal bio ? Qu'est-ce que c'est une terre bio ? Qu'est-ce que c'est une eau bio ? Donc, finalement, dire ce que sont chacune de ces entités, c'est en même temps nous qui le disons. Et là, je rebondis sur ce que disait Jean-Michel par rapport à lorsqu'on regarde un jardin, on se dit, on voit une sorte d'image de la personne. De la même manière, dans ce que je peux dire sur ce qu'est, je veux m'arrêter aux plantes, cette plante, mon discours sur cette plante dit qui je suis en même temps. Donc il y a l'affirmation d'une identité. Et travailler sur ces récits d'une manière beaucoup plus, je veux dire, élaborée que ce qui a été fait jusqu'à présent, pour moi, me paraît une direction d'avenir, mais aussi pour se définir en tant que peuple bio. Alors un peuple tel qu'on l'imagine en général, un peuple, il a une langue, donc une énonciation, c'est une langue, hein, c'est vraiment le support énonciateur de ce que sont, de qui on est, de ce que sont les choses. Et évidemment, il y a aussi, un territoire en général qui est associé avec un peuple. Alors, qu'est-ce que c'est le territoire bio ? Parce on est ici en voyage en terre bio. Moi, j'ai envie de parler de continent bio, parce que finalement, on va dire, c'est un continent qui est à la fois tangible, c'est-à-dire qu'il y a disséminés dans le monde entier des terres qui sont dédiées à l'agriculture biologique, qui ne sont pas nécessairement en continuité, et donc, ce qui est quand même la définition d'un continent, c'est qu'il y a une continuité. Mais donc il n'y a pas nécessairement une continuité ou des couloirs de communication, mais ça c'est pas important parce que ce que je voudrais dire c'est que le vivant c'est pas quelque chose qu'on peut isoler dans un coin. De toute façon c'est une trame qui doit être imaginée comme tissée sur la surface de la Terre entière. Donc ce continent il existe, il est comme une trame à l'état actuel. Et le projet, c'est que toute la Terre entière devienne ce continent, finalement. Et un autre aspect, évidemment, par rapport à ce peuple, je dirais, si on veut aller vers une constitution, eh bien, effectivement, de pouvoir rédiger une constitution, d'avoir un gouvernement,
un parlement, des assemblées, etc. Donc c'est peut-être très utopique tel que je le dis à ce stade, mais peut-être que c'est quand même un enjeu pour repenser le futur et qui pourrait être, comment dire, une sorte de superposition par rapport à ce qui existe au niveau des nations, des peuples, etc. Mais il y a un peuple bio qui existe à l'échelle de la planète entière. Alors, je voudrais prendre comme une illustration qui vient du champ de l'art anthropocène. Il y a un duo d'artistes qui est Lucie et Jorge Horta qui, comment dire, ont fait une résidence sur le continent antarctique 2007, je crois, et qui ont fait un ensemble d'installations et de créations à cette occasion et qu'ils ont montré dans beaucoup d'expositions à travers le monde. Ils sont assez connus. Et ils ont créé à cette occasion, ils ont été inspirés par l'idée de ce continent, qui est un continent de paix et de coopération. Et ils sont repartis de ce thème pour imaginer le drapeau antarctique, le passeport antarctique, et qui sont des objets vraiment, comment dire, symboliques qui sont concrètement montrés dans différents endroits. Alors, on est dans le symbolique à ce stade, mais ce symbolique, il suffit de voir qu'à partir du moment où on a des objets transactionnels, déjà, ça a une efficacité. Ça agit très fortement. Donc, j'ai eu l'occasion de voir leurs expositions, enfin, oui, 2 expositions. Et je veux dire, à partir d'un thème comme celui-là, on voit qu'on a un continent antarctique, c'est un continent concret, réel, et qu'il existe, et que nous pourrions en théorie tous y aller, mais en réalité, vraisemblablement, aucun d'entre nous n'ira. Donc il est à la fois réel et en même temps imaginaire. Et je me dis, finalement, ce continent bio, il a exactement les mêmes caractéristiques. Il est à la fois, il existe, il y a des terres bio, et en même temps, il est imaginaire dans le sens où il faut l'imaginer sur toute la planète. Voilà, donc je veux dire, je jette cette hypothèse pour l'avenir. Donc c'est peut-être un avenir très vaste et très large, mais voilà, je trouve qu'on a besoin d'utopie peut-être. Je crois que c'est au tour des élus de réaliser ces utopies, c'est ça? C'est la lourde tâche d'être parmi ceux qui doivent réaliser ces utopies. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Merci à Yves pour l'accueil, enfin le bon accueil que tu nous réserves, toujours à chaque fois que je viens là. Moi, je suis élu à la ville de Rennes, donc je vais parler vraiment de l'expérience rennaise et la manière dont une ville, certes qui n'a pas beaucoup de terres agricoles, peut favoriser le développement de l'agriculture biologique. Parce qu'on est bien sur cette question-là de changement d'échelle, d'être sur des expériences collectives à des petites échelles et comment développer ça à des plus larges échelles. Je voulais commencer par une petite réflexion. Je crois que Jacques, peut-être tu serais mieux placé que moi pour le dire, mais l'agriculture a participé à sédentariser les hommes, l'humanité. J'ai l'impression qu'on vit aujourd'hui un moment où, face à l'ampleur de la crise écologique, le fait qu'on soit rentré dans une phase d'anthropocène, mais je crois que tu en parleras mieux que moi, Gauthier, on est dans des sociétés complètement déconnectées du vivant, déconnectées du sol, et j'ai l'impression que l'agriculture biologique, l'agriculture régénérative, l'agroécologie, peu importe comme vous l'appelez, mais ce mouvement-là qui est incarné par des paysans dans le monde entier va nous permettre, je pense, de nous resédentariser à nouveau, dans le sens, pas forcément de rester vivre sur place, mais de nous relier aux choses, à notre environnement, au milieu naturel, et remettre un peu de bon sens dans nos vies. Sur la ville de Rennes, il y a, je dirais, 3 façons dont on développe en fait l'agriculture biologique et cette éthique de vie. Il y a la première façon, c'est évidemment sur les terres agricoles qui appartiennent encore à la ville de Rennes et qu'on a su préserver, c'est de développer des projets d'agriculture
d'accompagner des installations agricoles. Donc c'est ce qu'on fait autour de Rennes via des appels à manifestation d'intérêt. On le fait et on va le faire également sur le reste de la métropole. C'est de développer des projets qui permettent aussi une réappropriation, une autonomie, une meilleure autonomie des agriculteurs. Donc on le fait par exemple à travers le futur projet de maison des semences paysannes et maison du vivant qu'on développera dans les années à venir sur Rennes, qui sera un lieu aussi qui permettra le développement d'installations sur des semences paysannes, ce qui participera aussi à rendre plus résiliente notre agriculture. On le fait via des politiques d'installation. On le fait aussi parce que la ville a la compétence restauration scolaire. Donc on le fait en intégrant tout simplement dans les repas qu'on prépare tous les jours pour les enfants. On intègre des produits bio. On le fait petit à petit parce qu'on est sur une cuisine centrale qui est de grande capacité. Donc on a quelques freins en termes d'approvisionnement, mais on le fait. On est aujourd'hui à 32% de bio dans ce qui est proposé aux enfants, et on est passé cette année sur un goûter gratuit bio, parce que derrière l'enjeu de développer l'agriculture biologique, c'est pas qu'un enjeu environnemental, c'est pas qu'un enjeu de santé, mais c'est aussi un enjeu de justice sociale. Et la cantine scolaire est un lieu d'égalité d'accès à une alimentation durable et équilibrée. La deuxième manière dont je voulais quand même évoquer sur le premier point, la manière dont on développe l'agriculture sur la ville de Rennes, c'est évidemment sous cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est une base. J'ai l'impression aussi dans la manière dont on laisse le foncier, peut-être, dont on devra laisser le foncier à disposition des porteurs de projets, c'est aussi de créer des territoires de lutte, clairement. Aujourd'hui, on expérimente sur Rennes. Il va falloir transformer cet essai à plus grande échelle, à l'échelle de la région, à l'échelle des échelles nationales, des échelles européennes, mondiales. Et ce qu'on essaie de construire en expérimentant sur la ville de Rennes, c'est des territoires de lutte et d'expérimentation. Ensuite, il y a la possibilité sur la ville de Rennes de favoriser le développement de nouvelles formes d'organisation humaine. Dernièrement, on a pu inaugurer un lieu, on appelle ça un tiers-lieu alimentaire, c'est que c'est un lieu qui est tout simplement dédié à sensibiliser la population locale à des pratiques alimentaires durables, équilibrées, moins carnées, qui permettent de répondre aussi aux enjeux environnementaux et climatiques. Un lieu qui, de façon très conviviale aussi, permet de faire se rencontrer des producteurs et des consommateurs. Et on essaye de développer ces lieux-là sur l'ensemble de la ville de Rennes. C'est une façon aussi, sous des formats plutôt coopératifs, des sociétés coopératives d'installation collective, des SIC, sur le modèle de l'économie sociale et solidaire. On essaie de développer aussi une réappropriation des ressources naturelles, enfin, tous les enjeux des communs que vous connaissez, et de laisser peut-être le foncier à disposition des paysans, déjà, à disposition des citoyens. C'est une manière, certes, pour nous, élus, de perdre du pouvoir, clairement, là-dessus, mais c'est une manière formidable de resensibiliser, relier les citoyens au vivant, au sol, et qu'on puisse faire passer le message que ces ressources-là sont importantes à préserver. Le troisième point que j'aborderai sur le développement de l'agriculture biologique, la manière dont on peut développer l'agriculture biologique, je parlais de justice sociale tout à l'heure, et j'emprunterai ce qu'évoque souvent Dominique Paturel, la démocratie alimentaire. C'est de faire en sorte que l'ensemble des citoyens rennais puissent à un moment donné, certes, avoir accès à un lieu de production agricole, mais aussi un lieu de transformation, un lieu de distribution, un lieu de consommation. Et ça nécessite quand même une transformation de grande ampleur de la ville, de nos organisations humaines. Et je le vois sur Rennes, on a encore beaucoup de chemin à faire dans cette voie-là. L'idée étant très modestement de développer on a un projet d'école municipale de cuisine qu'on va développer dans les années à venir, où on va apprendre le geste culinaire sur le temps scolaire aux enfants. C'est cette génération-là aussi qui va nous porter et qui, j'espère, va nous permettre d'aller plus loin sur cette transformation-là sociétale.
On va développer une carte alimentation durable sur le modèle un peu de la sécurité sociale de l'alimentation, en se disant que les produits bio doivent être accessibles au plus grand nombre et notamment être accessibles aussi géographiquement, parce qu'il y a encore beaucoup de lieux, notamment en ville et dans les quartiers prioritaires de la ville, où on remarque un problème d'accès aux produits biologiques, parce que tout simplement on a laissé le marché faire à notre place, quoi. Donc là, ce que j'évoque, c'est un petit peu des petites actions qu'on met en place, voilà, sur Rennes, qui va nous amener à effectivement envisager une planification alimentaire, à envisager la manière dont on va faire en sorte que les citoyens se réapproprient l'alimentation dans un cadre convivial, en reconsidérant le statut de paysan, son importance dans la chaîne alimentaire, le statut de cuisinier, son importance également dans la chaîne alimentaire, en développant des lieux comme l'association VRAC, que vous connaissez peut-être, qui développe des groupements d'achat dans les quartiers prioritaires de la ville. Tout ça pour dire que ce qu'on expérimente sur Rennes, sur la métropole, c'est une façon de lutter, peut-être sans en dire des mots guerriers, mais de lutter contre ce que doit être aussi le développement de l'agriculture biologique, c'est d'asseoir ce développement aussi dans une critique de l'économie de marché, la mondialisation, dans laquelle on s'est complètement engouffré, en tout cas nous, nos sociétés occidentales. Donc voilà mon petit témoignage de ce que la ville de Rennes souhaite développer, et j'espère faire encore plus pour le développement de la bio sur notre territoire. Merci Ludovic, ça va me permettre de rebondir et de revenir en fait à la question que Véronique nous a demandé de développer, en quoi la bio inspire la vie. Et du coup, j'avais envie de revenir aussi aux vibes, aux vibrations du congrès et des congressistes. Et une des choses qui me frappe toujours dans la bio et qui m'a refrappé ces derniers jours, c'est que au-delà de toutes les parties techniques dont certaines ont été abordées, mais on n'a pas du tout parlé que du technique aussi, il y a aussi les dimensions émotionnelles. Et j'avais envie de citer quelques mots. J'avais envie de parler de puissance de vie qu'on sent comme élan chez les gens qui se dévouent corps et âme pour la bio. J'avais envie de parler de passion, d'amour aussi, d'amour pour les plantes, pour la terre, pour les animaux, et puis d'amour qui est nécessaire entre les humains aussi pour avancer, bien sûr. Derrière l'amour, il y a aussi des valeurs comme l'émerveillement, ou encore la gratitude, la réciprocité. Et puis j'en arrive à un dernier mot sur lequel je vais un petit peu m'appesantir, qui est l'entraide, qui est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé avec mon ami Pablo Servigne. Et l'entraide, ça va me permettre de prolonger la phrase du bio qui inspire la vie. Et là, moi, je vais faire la vie qui inspire la bio qui inspire la vie. Parce que l'entraide, au départ, quand on a un petit peu plongé dans le sujet en tant que biologiste naturaliste, le premier constat qu'on a pu refaire, et c'est un petit peu, j'ai envie de dire, neuf dans le grand public, pas neuf en biologie, mais neuf dans le grand public, c'est qu'en fait, l'entraide est partout dans le vivant. Et non seulement elle est partout, mais elle est partout depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis 3,8 milliards d'années en ce qui concerne l'éruption du vivant sur notre planète. Donc l'entraide est partout sous forme de ces fameuses symbioses. Et donc en fait, on a non seulement des symbioses un peu partout, mais en fait, on en a tous les êtres multicellulaires dont nous sommes, les humains, donc tous les êtres qui ont plus d'une cellule, collaborent d'office avec des micro-organismes. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba des symbioses, qui permet d'ailleurs de reconsidérer aussi nos relations aux bactéries, voire même aux virus, mais je ne vais pas me lancer sur ce terrain mouvant. Voilà, mais en attendant, cette entraide est tellement partout qu'elle s'affirme comme une autre loi de la jungle, et c'est le sous-titre du bouquin que nous avons commis sur le sujet. Alors, un autre point important, c'est que ça ne s'arrête pas justement aux espèces vivantes autres qu'humaines. Les humains, nous sommes des êtres vivants, ça a déjà été rappelé plusieurs fois, et les humains, en fait, on l'oublie beaucoup dans notre culture adepte de la compétition. Nous sommes en fait une espèce hyper sociale,
et non seulement hyper sociale, mais championne en entraide. On est très doué en entraide, ça commence très très tôt, ça commence en fait dès notre naissance, même avant de savoir parler, on a déjà des réflexes d'entraide. Et c'est tellement vrai que l'entraide nous fait du bien. Quand on aide les autres ou quand on voit des autres qui s'entraident, ça nous fait du bien, même chimiquement, dans notre cerveau. Donc c'est pour dire comme on est au départ quand même câblé pour ça. Alors après, notre culture peut nous dévier de cette habitude. On peut devenir juste compétitif et finir par être content quand quelqu'un se plante, mais ce n'est pas obligatoirement le cas au départ. Et un autre exemple que je voulais donner de cette hypersocialité, de cette aptitude à l'entraide, c'est ce qui se passe en cas de crise, en cas de pénurie. Et ça, c'est vrai aussi bien chez nous que chez toutes les autres espèces. Et c'est aussi quelque chose qui paraît contre-intuitif dans notre culture. Mais en fait, dans les pénuries et dans les crises, l'entraide augmente. Et l'entraide augmente parce qu'elle devient d'autant plus cruciale. Moi, j'ai souvent l'habitude de souligner la corrélation de cette affaire-là, c'est que l'entraide augmente dans les pénuries, et par contre, la compétition, c'est un luxe de l'abondance. Quand les ressources sont abondantes, vous pouvez faire de la compétition parce que ce n'est pas vraiment dangereux. Si vous perdez, vous perdez, mais vous n'en mourrez pas nécessairement. Par contre, quand vous rentrez dans les crises et les pénuries, si vous perdez la compétition, ça devient beaucoup plus dangereux. Donc, vive l'entraide, et c'est à ce moment-là qu'on s'y tourne. Mais bon, il n'y a pas besoin nécessairement de ces crises pour que l'entraide se maintienne et se soit maintenue tout au long de l'évolution du vivant. Et je voulais juste revenir sur mon histoire favorite que j'adore comme métaphore et qui peut nous inspirer, nous, en tant qu'espèce humaine, y compris dans la bio. Et je pense que souvent, d'ailleurs, on s'en inspire sans même le savoir. Et qui est l'histoire de la longue collaboration entre les plantes et les champignons. C'est une symbiose bien connue, donc qui démarre tout simplement par le fait que la plupart des plantes, c'est-à-dire 90% des plantes, au niveau de leurs racines, sont connectées à ce qu'on appelle le mycélium, qui est le véritable corps du champignon, qui est une espèce de toile d'araignée blanche extrêmement fine, qui est connectée de façon tellement intime aux racines des plantes que si on essaye de les séparer, on déchire tout. Ce qui fait dire maintenant à ceux qui les étudient qu'il faudrait inventer des mots qui désignent l'entité des deux. On pourrait parler de plantignon ou de champ-plante, vous faites comme vous voulez, mais voilà, on a affaire véritablement à des entités. Et donc, en gros, la recette, c'est que les champignons sont extrêmement doués pour récolter l'eau et les sels minéraux dans le sol, les livrent aux plantes, et les plantes exercent leur principe de réciprocité en les payant en sucre, qu'elles savent synthétiser grâce aux matières premières apportées par les champignons et à la lumière du soleil. Donc ça, c'est la base de la symbiose plante-champignon. Mais là où ça devient vraiment inspirant pour nous, c'est que si vous prenez par exemple le fonctionnement d'une forêt, ça va encore plus loin. C'est pas juste chaque plante qui travaille avec un champignon. En fait, c'est chaque plante travaille avec plusieurs champignons et chaque champignon travaille avec plusieurs plantes ou plusieurs arbres. Et ce qu'on a pu montrer récemment, et singulièrement c'est l'équipe d'une chercheuse qui l'a montré au Canada il y a une trentaine d'années, c'est qu'un même réseau de champignons va connecter par exemple des arbres d'âge différents au sein de la même espèce, et les arbres les plus âgés qui sont les mieux exposés au soleil vont pouvoir nourrir non seulement les champignons mais aussi les petits arbres à travers les champignons. Donc en fait c'est l'invention des allocations familiales il y a quelques centaines de millions d'années. Et ça va même encore plus loin que ça, c'est qu'elles nourrissent tous les petits arbres, les grands arbres nourrissent les champignons et les petits arbres qui les entourent, et en donnent encore plus à leurs propres rejetons, dont on ne sait pas encore très bien comment ils les reconnaissent sans doute chimiquement. Ça, c'est un mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est qu'un même réseau de champignons va connecter des arbres d'espèces différentes qui, suivant les conditions du moment, fonctionnent de façon plus ou moins optimale. Et donc les arbres qui aiment bien la chaleur en période de chaleur vont refiler des sucres non seulement aux champignons, qui leur apportent toujours l'eau et les sels minéraux, mais aussi aux arbres qui aiment bien le froid et qui galèrent un petit peu. Et évidemment, le flux va s'inverser quand les conditions météo vont s'inverser. Et quand on regarde l'ensemble donc déjà, ça, je vais faire un autre parallèle. Ça, c'est pas les allocations familiales, c'est la sécurité sociale. C'est une véritable solidarité entre arbres et champignons et entre arbres de plusieurs espèces. Et ça nous permet de regarder la loi de la jungle d'une toute autre façon. Ça veut dire qu'en gros, pour le mettre en termes un peu anthropomorphiques, en gros, les arbres, en prenant soin des autres, les arbres et les champignons, en prenant soin des autres, prennent soin d'eux. Ce qui est quand même assez inspirant par rapport à la société que nous sommes ou que nous essayons d'être avec plus ou moins de succès.
Voilà, ça c'était pour cette inspiration, c'est un exemple parmi d'autres pour cette inspiration qu'on peut prendre dans le reste du vivant pour nos sociétés et pour la réinvestir dans le bio qui est justement, qui travaille tellement en intimité avec les autres espèces. Et ça m'amène au dernier point que je voulais aborder, c'est quand je dis en intimité, c'est l'autre changement de paradigme dont nous avons besoin, et il a été évoqué de différentes façons, notamment par Sylvie ou par Jean-Michel, c'est de rentrer, de sortir de notre vision des autres espèces comme étant des objets, mais d'essayer de rentrer véritablement dans des relations d'entraide de sujet à sujet, de vraiment pouvoir voir l'être avec sa puissance de vie justement et avec son droit intrinsèque à la vie qui est en face de nous et avec qui on collabore pour pouvoir ensemble vivre sur cette planète. Et ça nous ramène à certains des mots que j'ai évoqués tout à l'heure, à la réciprocité de nouveau, à l'amour et à la gratitude. Et puis ça nous ramène aussi à une question qui nous est souvent posée chez les écologistes, mais finalement cette espèce humaine dont on peut avoir une vision si négative dans son rôle sur Terre, le rôle qui est proposé là, et qui est d'ailleurs aussi proposé par pas mal de cultures premières, c'est le rôle de ramener du lien, le rôle de tisseur de relations. Et je vous remercie. Bonsoir, je suis un peu intimidé de parler après mon ami Gauthier. Et comme il a parlé d'entraide, je vais tout de suite lui demander d'agir et de tenir ceci. Vous pouvez faire à deux, on s'entraide à plusieurs. Et de le déplier, voilà. Donc moi, en fait, pour vous parler ce soir, comme notre cerveau fonctionne de différentes manières, je vous ai fait un dessin pour suivre si vous aviez envie. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez fermer les yeux aussi. Donc en quelques mots, et je pense que ça va poursuivre ce qui a été dit aujourd'hui. Donc moi je travaille sur les semences, mais d'un point de vue sciences sociales. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en quelques mots dans ce système-là? C'est qu'il y a une exclusion de ceux qui ne sont pas dans une certaine pratique. Et l'exclusion, c'est pas toujours gai et ça crée des injustices. Dans l'histoire des semences, il y a clairement, au niveau des variétés populations, de leurs praticiens et aussi de leurs relations, justement de l'entraide entre vivants, entre des humains et des non-humains. Il y a une injustice par rapport à ça. Du coup, en fait, moi, quand je me suis intéressé aux semences, c'est une question de feeling. Je ne connaissais rien en agriculture. On m'avait même dit, bon, en Belgique, ça n'existe pas vraiment, ça n'existe plus trop. Il y a surtout des villes. Et donc moi je connaissais rien, voilà, vous pourrez demander à des chercheurs, je confondais tous les mots de ce qu'ils m'expliquaient, voilà, parce que voilà, un sociologue rentre dans l'histoire des semences. Et mon intuition, c'était de dire, il se passe quelque chose dans les semences qui parle de notre société. Et je pense que je ne me suis pas trompé, et je vais vous expliquer sur cette intuition. C'est qu'aujourd'hui, il y a des questions environnementales que vous connaissez, il y a des questions sociales. Elles sont parfois, souvent même, encore un peu séparées. La proposition, c'est de parler de justice écologique. Et ici, vous voyez ces différentes générations qui s'entraident autour d'un vivant, et ce vivant lui-même, comme Gauthier vient de le dire, il renvoie aussi une certaine entraide. Et en quelques mots, la justice écologique, c'est 3 dimensions: distribution, reconnaissance, participation. La distribution, c'est la distribution des biens et des maux environnementaux. C'est souvent ce qu'on appelle la justice environnementale, qui se traduit par des règlements, par des lois, par des tribunaux, etc. Mais il y a 2 éléments qui viennent compléter en fait cette vision-là, qui est celle de la reconnaissance. Alors je vous ai mis un humain et un non-humain. Je vous ai mis un éléphant, parce qu'un éléphant, ça trompe énormément. Et donc, l'enjeu, si je reprends dans les semences, et je pense que j'ai compris ça avec un Breton qui malheureusement est décédé, qui est Christophe Coligny, pour ceux qui le connaissaient, c'est l'idée de construction de relations. C'est ce que Jacques disait au tout début. C'est en fait une relation. Et
qu'on soit en conventionnel ou en bio, dans d'autres choses, il y a une relation. Par contre, elles sont assez différentes. Ici, dans la relation, c'est reconnaître qu'il y a un lien et de pouvoir en fait que l'humain puisse interpréter les signes d'un non-humain vivant et pouvoir interagir. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui me racontait qu'avec son cheval, ils dialoguent régulièrement et ils se comprennent. Ensuite, si je reprends dans les semences, qui étaient exclues, ils commencent doucement à avoir une reconnaissance. Si on prend le nouveau règlement bio, il y a des ouvertures qui se font, etc. Mais ce n'est pas encore totalement reconnu. Et si on veut vraiment voir s'il y a vraiment, je crois que c'est un indicateur, s'il y a vraiment une reconnaissance, c'est au moment où en fait les personnes qui ont des pratiques, par exemple sur les variétés population, sur la sélection, donc qui montrent qu'il y a autre chose que la standardisation, c'est à partir du moment où ils sont invités, où ils participent à la redéfinition de qu'est-ce une bonne semence. Et d'ailleurs, souvent, et ça a été souligné tout à l'heure, je pense par Jean-Michel, mais je ne suis plus sûr, que la réponse, elle n'est pas au singulier, mais elle est au pluriel. Il y a des réponses, il y a des possibles, parce que les relations, elles sont diverses. Et comme disait au tout début, Jacques, il y a vraiment différentes formes d'agriculture. Et du coup, en fait, l'idée dans la justice écologique, entre humains et non-humains, c'est de se rassembler pour transformer une situation d'injustice et lui rendre justice et pouvoir participer. Bon, je pourrais en vous parler plus longuement de ça, mais je vais rester là. Et on va peut-être me demander, mais Corentin, comment on fait pour faire de la justice écologique? Parce que c'est bien beau, tes petits dessins et tout, c'est sympa. Ça permet de montrer que c'est une question de théorie, mais c'est aussi une question de pratique. C'est à partir du moment où il y a des lieux où les personnes peuvent expérimenter. C'est l'histoire ici en Bretagne, pour moi, de Kolkhoz. Kolkhoz est quand même né sur la plateforme d'essai bio de Soussigno, la PAS, où un jour, une chercheuse, Véronique Chable, et alors ils me disent ouais, une demi-douzaine, donc 6 paysans se rencontrent et commencent à travailler il y a 15 ans, 20 ans, il y a 21 ans, commencent à travailler sur des variétés populations de choux. Et ils arrivent à le faire et ils sortent des populations. Et du coup, ce lieu-là, après, il y a d'autres discussions et ça va naître Kolkhoz sur l'idée, justement, comment distribuer des semences qui, normalement, ne peuvent pas circuler, etc. Mais je ne vais pas vous raconter l'histoire de Kolkhoz, ils le feront mieux que moi. Mais c'est ça qui s'est passé. Il y a un lieu où un autre possible a été réalisé. Et ce n'est pas juste une expérimentation technique, ce n'est pas juste de l'intelligence collective autour d'une table, c'est le moment où des enjeux techniques et sociaux se mettent ensemble pour expérimenter, pour essayer. Et voilà, en prenant cet exemple, ça rassemble différentes manières de regarder, des chercheurs, des paysans et d'autres acteurs qui entrent, et des réponses plurielles. Et ça permet aussi de passer de la situation de victime, je suis exclu, à devenir acteur. Acteur du lieu où j'habite, du territoire. Ça a été redit par Sylvie, la question d'un territoire, d'une langue, d'une constitution, d'un gouvernement, même à des toutes petites échelles, en fait. Une association, elle a son gouvernement, elle a sa manière de s'organiser, elle a ses règles qui peuvent être mises en question, etc. Mais ça permet ça. Et du coup, une manière, et je pense c'est essentiel, et pour moi c'est une des choses qui a été discutée avec certaines personnes qui sont ici pendant ce congrès, c'est si on veut avancer, il faut poser la question de la décolonisation. C'est la décolonisation aussi bien des dominations, alors je vais faire les grandes lignes, mais homme-femme, femme-homme, mais ici on parle entre humains et non-humains sur la question du vivant. Et ça passe par la propre décolonisation de ma manière de penser, de notre manière de penser et d'agir. Et tout à l'heure, lors d'un atelier, et je pense que c'est le mot, j'avais fait le panneau avant, un enjeu
c'est la réconciliation. Aujourd'hui, c'est un des enjeux. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un ici qui me disait, ben oui, souvent, il y a quand même eu d'un côté les bio, les autres, etc. Mais je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je connais plusieurs histoires pas évidentes entre conventionnel et bio, mais je pense que c'est pas un pas facile à faire. Mais je pense que si on veut embarquer plus de monde, il faut aussi savoir aller vers eux, même si c'est pas toujours gai. Mais voilà, il y a plein d'histoires, il y a plein de nuances à donner. J'ai pas beaucoup de temps. Et pour ça, tout à l'heure, un atelier ce matin, nous avons créé un nouveau type d'activité, j'espère qu'il sera financé par les gouvernements, c'est la personne diplomate aux lisières. Alors, bonne chance au traducteur, que je remercie déjà. Donc, en quelques mots, c'est une personne qui est à la lisière, comme vous voyez dans les forêts, et donc qui va être d'un monde à l'autre, le monde dans la forêt, le monde dans la pâture, et qui voyage et qui permet en fait qu'il y ait le dialogue parce qu'il va faire la diplomatie de réconciliation. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'il y a une explication d'un terme qui est utile pour les non-bretons, qui fait d'ailleurs le lien au territoire et à la langue, c'est que kolkhoz, oui. Ils ont beaucoup d'humour aussi, les paysans qui ont fait ça, parce que kolkhoz, en 2 mots, en breton, ça veut dire vieux chou. Oui, merci. Ah, c'est pas un truc communiste. Voilà. Alors, je suis Samia Mamer, je suis la directrice générale de l'agriculture biologique au ministère de l'Agriculture tunisien. Je profite d'avoir le micro d'abord pour remercier toutes et tous pour cette organisation et l'effort que vous avez déployé pour faire ce congrès. Pour moi, c'est vraiment, ça a été sûrement beaucoup d'énergie avec quelque part une frustration de ne pas avoir tout ce monde qui était attendu sur cette région. Et moi, personnellement, je suis très frustrée pour les Français qui ont travaillé pour ce congrès. Et c'est pour ça que je tiens absolument à vous remercier. Vraiment. Et la deuxième chose, se retrouver dans une ferme comme celle-là, se retrouver dans ce programme de voyage de Terre Bio, mais surtout se retrouver avec vous tous qui étiez là pour nous faire, donc si les gens n'ont pas réagi dans la salle, c'est que vraiment on est parti très loin. Vous nous avez éloignés de notre quotidien, du technique, des choses donc de l'agriculture biologique que nous, je pense que nous partageons tous. Et on est parti donc très loin. Et donc, on est un peu sur les nuages avec vous. Et ça nous vous a permis, moi, personnellement, de rêver un petit peu et de voir le monde de l'agriculture biologique que je traîne depuis plus de 25 ans autrement. Donc, merci pour vous. Merci pour toutes ces réflexions qui réellement nous pousseraient à réfléchir encore plus. Et je vois que justement, toutes ces terminologies d'entraide, de réconciliation, de biodynamique, c'est vraiment nous donner encore plus d'espoir pour développer encore plus cette agriculture biologique et de la voir dans un champ encore plus large que le champ dans lequel on s'est mis. Et finalement, quelque part, on s'est cloîtré. Et avec vous, philosophes, anthropologues, etc., je pense qu'on peut aller très loin. Merci, désolée d'avoir pris la parole de cette manière. Merci beaucoup, Samia. Merci vraiment, ça nous va droit au cœur, ça nous fait très plaisir. Mais je vais laisser Véronique répondre parce qu'elle a été à l'initiative quand même du congrès. Hein. C'est grâce à elle si le congrès a eu lieu en France. Et j'ai eu grand plaisir à participer à l'organisation. Et même si effectivement on est triste de ne pas avoir toute l'effervescence qu'on aurait dû avoir, je peux vous dire qu'on a fait des belles rencontres. On ne se connaissait pas. Par exemple, eh bien, de notre rencontre est née une grande énergie et on a réussi à faire des petites choses. Mais on est très, très heureux, ne serait-ce que de s'être connus et d'avoir cheminé ensemble. Oui, on doit être...
On doit témoigner que finalement, les premiers bénéficiaires de cette énergie, c'est nous-mêmes, hein. D'ailleurs, tu l'as dit, quand on essaie de faire du bien aux autres, c'est d'abord à soi qu'on fait du bien. Et c'est vrai que sur notre territoire, on a été à la rencontre de plein de gens qu'on croisait et qu'on ne se voyait pas. On a découvert en fait que nous étions de nombreux acteurs très différents, avec des métiers différents, vers cette agriculture biologique. Ça a été aussi des moments forts avec nos élus, avec nos organisations les plus anciennes jusqu'aux plus nouvelles. Et qu'on a appris déjà beaucoup. Et on essaie de compenser pour justement cette soirée. Elle est filmée, enregistrée, traduite, et on a envie aussi de la partager avec tous ceux qui n'ont pas pu venir pour aussi être heureux avec eux et leur dire que la bio, c'est vraiment un projet de société. C'est vrai que d'accueillir la bio, ce congrès à Rennes, c'était vraiment ça que je voulais partager avec tous nos amis qu'on rencontre à chaque congrès. De partager qu'aujourd'hui, on réfléchit aussi la bio dans son projet humain. Et ce qu'on a vécu depuis 1 an ou 18 mois nous conforte. C'est plus difficile à organiser, mais nous légitime encore plus. Il faut vraiment tous se bouger pour retrouver une humanité dynamique et confiante dans l'avenir. Voilà. Oui, Michel Duhamel, Génodix, la musique des protéines. Je voudrais voir si vous pourriez nous parler de la coopération plantes-hommes sous l'angle de la reconnaissance de la personnalité des plantes et ce que ça pourrait signifier pour le développement de coopération homme-plante. Sur la coopération homme-plante et la reconnaissance, je pense que c'est un peu comme j'ai essayé d'esquisser pour les éléments. Enfin, je peux donner un premier aspect. Je pense déjà ça part d'une attitude intérieure de se dire qu'une plante, a priori, la première question qu'on peut lui poser, c'est peut-être... vous connaissez peut-être Le Petit Prince de Saint-Exupéry, non ? Ouais, c'est un best-seller mondial, hein, c'est le truc le plus vendu dans le monde. Et c'est assez génial parce que le Petit Prince arrive sur Terre. Donc vous pouvez demander qui ça représente, le Petit Prince. Et il pose une question clé à tous les êtres qu'il rencontre. Et il prend tout le monde au sérieux. Et il dit « Qui es-tu » Et je dirais, dans la rencontre avec une plante, c'est ça qu'il faut commencer à dire. Je fais beaucoup de sorties, de stages botaniques et tout. Et alors, avant, on me disait « C'est une mauvaise herbe, machin, etc. » Aujourd'hui, est-ce que ça se mange ou est-ce que c'est bon pour quelque chose ? Et en fait, sans se rendre compte, on est hyper égoïste en posant toutes ces questions. Qu'elles soient écolo ou pas, oui, ça se mange, ok, c'est la mode. Rien contre ça. C'est juste l'attitude qui pose problème. Est-ce qu'on peut arriver, en rencontrant une plante, à lui demander « Qui es-tu » ? « Bonjour, qui es-tu » ? Ça peut s'exprimer extérieurement ou intérieurement, en fait, comme vous voulez. Mais vraiment, je dis ça très au sérieux, quoi. Ça veut dire considérer qu'on a en face de nous un être qui a tout autant... qui a tout autant droit à la dignité que moi-même, et puis lui demander qui il est, et faire un cheminement par une observation, je dirais, qui commence par une observation toute simple, par tout ce qu'elle nous montre, et progressivement, en fait, on va voir que s'établit une véritable relation. Si on fréquente une plante régulièrement, elle commence à nous parler, c'est-à-dire qu'on commence à pénétrer toujours plus dans son intimité et à comprendre quelque chose qui est comme un peu, on pourrait dire, son geste ou son caractère. Et en même temps, comme dans l'histoire du Petit Prince, il va se créer un lien avec la plante en question, en fait. Et ce lien, un moment ou l'autre, ça devient une réalité. Il peut aussi me permettre, un moment ou l'autre, si effectivement j'ai une question forte, moi je connais un médecin qui travaille comme ça, il connaît pas mal de plantes dans son jardin, il avait une patiente qui avait vraiment un problème de santé, il ne trouvait pas de remède. Le soir, il s'est dit, bon, je vais repenser quand même, il faut quand même qu'on trouve quelque chose pour cette dame, quoi. Le lendemain matin, il y a une plante qui lui a parlé, elle ne lui a pas parlé, c'est-à-dire que le matin, en se réveillant, l'idée d'une plante est arrivée qu'il connaissait dans son jardin, il s'est dit, tiens, ça correspond à la pathologie. Entre-temps, maintenant, c'est un remède qui fonctionne et qui existe, hein, qui est commercialisé. Mais il a fonctionné un peu autrement qu'en faisant des screenings systématiques de tous les composants chimiques que l'on fait subir à toutes les plantes qu'on torture en permanence pour leur extraire tous leurs composants, etc., et pour les produire de manière synthétique, hein, ce que font tous les grands labos. Ça marche aussi. Donc voilà, c'est un bout de réponse, et je connais des gens qui font ça et ça fonctionne, quoi. C'est un vrai travail de recherche aussi, hein. Voilà, c'est pas du tout un travail comme ça qui se fait le matin en se réveillant et
tout un accompagnement, toutes des étapes de connaissance de la plante, mais la prendre au sérieux vraiment comme un être à part entière qui a tout à fait le droit à la dignité, quoi. Voilà, un élément de réponse. Merci. Oui, je vais partir dans la même direction un petit peu. Aujourd'hui, le regard sur les plantes est en train d'être complètement renouvelé, c'est-à-dire à la fois parce qu'on a des nouvelles découvertes, mais pas seulement, c'est aussi parce que notre regard se renouvelle. Donc aujourd'hui, on réalise que les plantes sont vivantes, ce qui est extraordinaire, et notamment, donc on leur attribue une intelligence, une sensibilité, donc tout le monde n'est pas d'accord et il y a beaucoup de débats sur ces questions, et aussi ce qu'on appelle agentivité, en utilisant un terme d'origine anglo-saxonne, qui est une forme d'activité. Donc tout ça donne un nouveau champ aussi de réinterrogation, même dans le champ de la biologie, on va dire, conventionnelle. Ce qui veut dire que voilà, on a quand même des perspectives qui peuvent s'ouvrir. Et je vais mentionner justement à ce propos, puisqu'on a, enfin, je coordonne un projet de recherche qui justement interroge les relations de travail avec les plantes. Et sur la base du fait on s'est rendu compte que les relations de travail que les animaux eux-mêmes travaillent, qu'il y a des relations de travail et de collaboration au travail. Donc le pas suivant, c'est de se dire, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec les plantes, qu'est-ce qui se passe avec les micro-organismes. Donc on est vraiment en train d'explorer une sociologie des plantes, une sociologie des microbes, complètement sur des nouvelles bases. Et je pense que pour l'agriculture biologique, c'est aussi intéressant d'être à l'écoute de ces évolutions. Voilà. Donc à la fois, ça permet de réinterroger la façon dont les plantes elles-mêmes nous signalent que peut-être elles ont besoin de quelque chose. Donc effectivement, comme le disait Jean-Michel, être vraiment à l'écoute. Mais de l'autre côté, ça permet aussi de reconsidérer le travail de ceux qui travaillent avec les plantes. Bon, avec les animaux, je ne vais pas en parler, mais avec les plantes, parce que finalement, il a été très déconsidéré. Alors, c'est aujourd'hui comment revaloriser de deux côtés, finalement. Donc, là encore, on est dans le bénéfice réciproque de l'avantage est pour tout le monde. Oui, bonsoir, je suis Joël Labbé, sénateur du Morbihan. Je suis venu là en tant que politique passer ma journée. Je rentrais de Marseille où je devais passer la semaine. J'ai entendu des choses, j'ai entendu des grandes déclarations. Mais voilà, j'ai eu l'habitude d'entendre des grandes déclarations et quand on est dans les hémicycles, les résultats sont extrêmement décevants. Je peux vous dire, au bout de cette journée que je passe aujourd'hui, d'abord je tenais à y venir parce que c'est l'agriculture biologique, parce que c'était à Rennes, en Bretagne. Je ne pouvais pas ne pas être là. Et je tiens à dire publiquement, et ce n'est pas fanfaronné que de le dire, que cette journée a été extrêmement marquante pour moi. Cet atelier de ce matin, philosophie et agriculture biologique. Première fois où c'est pas on mélange, on parle philosophie sur un sujet extrêmement technique. Dans nos hémicycles, c'est financier, c'est juridique, c'est technique, c'est technocratique. Et plus rien de tout ça. Je leur dis souvent, moi j'aime bien les mots de Léo Ferré, utiliser des armes qui mettent de la poésie dans les discours. On a besoin de poésie, on a besoin de philosophie, et derrière l'agriculture biologique, il y a du sens. Et l'agriculture biologique, autant pour le producteur, pour le paysan, dans toute la noblesse de son métier, que pour le consommateur, ce côté-là est absolument essentiel à réhabiliter. Alors, les décisions... Alors, juste, je ne vais pas faire long, j'ai besoin d'en parler quand même, puisque tu as parlé des plantes. Alors, il se trouve que les plantes, je m'y suis intéressé parce que j'ai été interpellé par le monde des paysans herboristes
et des simples. Ils intervenaient d'ailleurs cet après-midi. Il y a 3 ans, ils avaient vu que j'avais réussi à faire passer cette loi qui est devenue la loi Labbé qui interdit les pesticides sur tous les espaces publics hors agricoles, parce que c'était un pied dans la porte, on ne pouvait pas toucher l'agriculture. Et il m'avait dit que ce serait bien de faire la même chose pour les plantes médicinales. Alors je suis sur un chantier qui dure depuis 4 ans. En politique, j'ai appris la patience. Alors, on travaille. Moi, j'ai appris énormément sur les plantes médicinales et sur les plantes en général, parce que quelque part, elles sont toutes médicinales. J'aime bien l'expression de Gilles Clément, qui lui connaît toutes les plantes. Et il dit, toutes les plantes, je les connais. Eh bien, il y en a, je ne sais même pas à quoi elles servent. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'elles servent à quelque chose. Et ça, c'est absolument magnifique, parce que la question de la chimie, qui est arrivée depuis 50 ans et qui a tout mis par terre, elle a mis de côté l'alchimie, cette alchimie extraordinaire qui fait la vie des sols, qui fait le lien entre les plantes et le sol, qui fait le lien entre l'humain, on parle de réconciliation, réconcilier l'humain avec le vivant végétal, avec le vivant animal, et de ce fait, réconcilier l'humain avec lui-même, on en a parlé ce matin. Alors, je vous le dis très vite parce que ça va avoir de l'importance. L'année prochaine, 2e semestre 2022, je dépose une proposition de loi pour la reconnaissance des métiers d'herboriste et l'introduction ou la réhabilitation du vivant végétal dans le système de soins. On m'a dit, tu ne pourras pas y arriver. Il y a l'industrie pharmaceutique, il y a l'ordre des pharmaciens qui tiennent à leur monopole. Ce n'est pas fanfaronné que de le dire, je suis convaincu d'y arriver. La question de la politique autrement, dont on parle beaucoup, la politique autrement, c'est aussi la faire avec les gens. Alors on travaille avec une certaine presse. On va coécrire avec le monde des acteurs des plantes médicinales, coécrire une proposition de loi en lien avec eux pour qu'elle soit tout de suite applicable, avec des juristes, mais aussi la coécrire politiquement. Je n'ai pas envie que ça soit un truc écolo ou de gauche progressiste et qu'on se fasse plaisir de débattre et que ça n'avance pas. Donc j'ai réussi à mettre en place un groupe informel pluripolitique où il y a des élus de droite qui sont aussi dedans, pour le dire, parce que moi je suis de gauche marqué et écolo marqué, mais pas fermé. Parce que c'est ensemble, ce qui se disait, c'est ensemble qu'on va y arriver. Et donc il y en a là-dedans. Et on me dit, ouais, mais trouver une majorité, eh bien on va la trouver en utilisant l'opinion publique. La question, où est la force ? La force est chez les citoyennes et les citoyens, dans la mesure où on leur donne les clés. Donc on va travailler avec la presse sur les enjeux de cette loi-là, à savoir tout ce que ça peut apporter, y compris économiquement, mais pour la santé, pour l'environnement, tout ça. Les gens auront les éléments, les gens qui s'y intéressent auront les éléments des enjeux, et on les invitera à aller voir leurs parlementaires qui sont là pour les représenter, pour dire, mais toi ou vous êtes notre représentant sur ce sujet, quelle va être votre position ? Parce qu'à chaque fois, quand les textes sont mal votés, on va gueuler on a un député ou un sénateur qui est abominable et tout. Seulement, le vote a eu lieu, c'est foutu, c'est plié. Si on se prend bien longtemps à l'avance, on les engage sur leur vote en leur âme et conscience. J'ai du respect pour mes collègues, mais il y en a plein. Les mots d'ordre des partis, sous influence des lobbies, alors les lobbies agricoles et tous ces machins, je les vois fonctionner. Et c'est dénoncer cela positivement en faisant en sorte qu'on est capable, avec nos petits bras, mais la multitude des petits bras, de réussir à trouver une majorité nouvelle et improbable. Donc c'était juste un exemple par rapport à cela. Et je voudrais vous remercier, et les organisateurs et les participants, de toute cette énergie que vous avez mis, mais qui se retransmet auprès de tous les gens qui sont là et dont on a besoin. Je pense en particulier, je vais finir là-dessus, sur la question des jeunes générations. Quand on est jeune, quand on a 20 ans, on a besoin de projets d'avenir. Là, qu'est-ce que notre société, nos générations, on leur offre ? 2050, on ne sait pas dans quel état va être la planète. Et il y en a plein maintenant qui disent nous, on ne va pas faire d'enfants. Une société qui a des enfants qui ne veulent plus d'enfants, c'est une société qui est morte. Nos jeunes ont besoin d'y croire, on va les encourager à refaire des enfants en leur donnant des raisons
en leur donnant des raisons de le faire et en leur donnant du projet collectif. Et le plus beau projet collectif que l'on ait jamais eu, c'est dans une situation abominablement dérangée, comment faire en sorte de sauver, en fait c'est de sauver l'histoire, comment faire en sorte de sauver l'histoire. Et quand on en parle aux jeunes générations, dans les lycées, dans les collèges ou en études supérieures, tout ça, ils le prennent positivement. Oui, mais ils disent, mais non, mais c'est pas possible. En fait, notre rôle à nous toutes et tous, c'est de leur faire savoir que c'est possible et que c'est maintenant ou jamais. Alors, tout ce qu'il y a derrière l'agriculture biologique, il y a tout ça, il y a le sens de la vie. J'ai été trop long, je vous remercie. On entend la passion et l'espoir dans votre voix. Merci pour ce témoignage. Et il n'a pas été trop long. Il était intéressant. J'ai juste envie de réagir. Oui, bien sûr. On se connaît bien avec Joël, donc c'est pas une critique du tout. Au contraire, c'est le plaisir de pinailler. Mais quand tu dis que Gilles Clément dit des plantes, je sais pas à quoi elles servent, mais elles sont utiles. Moi, j'ai envie de dire aussi, de prendre un peu le contre-pied aussi de ça et de dire, mais il y a peut-être des plantes qui sont inutiles et c'est super important aussi. Je pense qu'il faut aussi qu'on réhabilite aussi ces espaces. Peut-être que c'est un des points qui aurait été positif de la pandémie. Il faut essayer de trouver des choses positives là-dedans. C'est que parfois, ça a pu nous réapprendre à respirer un peu, à prendre un peu à faire un pas de côté, à recréer de l'espace, en fait. Et c'est important aussi d'avoir des espaces inutiles. Ça me fait penser à un truc qui est génial dans le taoïsme. Une des pensées classiques du taoïsme, c'est de dire une porte n'a d'utilité que s'il y a un vide dedans. Et donc voilà, donc l'inutile, c'est juste pour dire que, parce qu'il n'y a pas forcément à répondre à ce que tu as dit, à part te féliciter encore de ton travail, parce que la loi Labbé, ça restera quand même dans l'histoire, tu peux être fier. Voilà, garder aussi le souvenir que l'inutile, la pensée que l'inutile est bien aussi. D'accord. Moi, j'aimerais vous dire quelques mots d'un ex-pays socialiste, parce que nous sommes quelques représentants des pays du rideau de fer. Donc moi, je viens de Pologne et j'aimerais vous dire, moi, je suis professeur à l'Université des sciences du vivant et je suis aussi fondatrice et leader de l'association pour l'agriculture biologique en Pologne. Nous avons bien sûr une situation totalement différente en Pologne et dans d'autres pays ex-socialistes. Nous sommes très différents de vous. À Rennes, où vous avez quand même jusqu'à 70% de nourriture biologique dans les écoles et les cantines, là où en Pologne, il n'y a peut-être qu'une, voire deux écoles qui proposent de la nourriture biologique. Et donc justement, on a mis en place un projet pour mettre en place de l'alimentation biologique dans des crèches et des écoles maternelles et primaires. Donc vous pouvez bien imaginer, nous ne sommes qu'au tout début du chemin, nous. Et pour nous, la France est un modèle, c'est un exemple à suivre. Nous aimerions bien que vous ayez quelque chose comme cela. Nous, on aimerait bien avoir 100%, d'ailleurs directement. Vous en êtes à 70%. Bon, si on pouvait... Mais enfin, vous imaginez tout le chemin que nous avons à faire. Bien sûr que ça dépend de l'Europe, ça dépend de nos gouvernements. Et on espère que les deux réussiront à aller dans la même direction. Il y a... Ça, c'est déjà une première chose que je voulais partager avec vous. Je vous ai tous écoutés et j'ai écouté tous les intervenants de la journée. Et je me dis, et c'est pas la première fois bien sûr, mais là aujourd'hui vraiment ça m'a frappé. Je me dis que le bio, c'est pas simplement un défi, c'est pas simplement de la science, c'est pas simplement quelque chose qui est très intéressant pour nous en tant que scientifiques, mais c'est
quelque chose d'autre, c'est une valeur. C'est une valeur qui est basée sur la compréhension des créatures vivantes, qui est liée à tout. Ça va de la biomasse en passant par la pauvreté. Tout ça, c'est interconnecté. Et nous avons des problèmes énormes. Nous avons le changement climatique, mais pas que. Comme par exemple, vous le savez, le conflit que nous avons actuellement dans notre pays avec des migrants, c'est une situation dramatique. Et ce n'est qu'un tout petit exemple. Et il y en aura de plus en plus, parce que je crois que des crises, on en aura de plus en plus. L'immigration va croissante, en raison aussi des changements climatiques et politiques, et malheureusement en même temps. Et cette histoire de enfin, tout ce qu'on appelle le bio, c'est pas simple, c'est aussi une question de pensée, c'est aussi une question de vie. C'est pas juste un produit ou un résultat. Notre continent biologique, finalement, n'existe pas encore. Il n'y a que par-ci, par-là, quelques îlots, etc. Voilà. Regardez en Inde, il y a des provinces entières qui sont entre-temps qui se sont converties à la production d'agriculture biologique et de produits biologiques. Mais voilà, on est encore quelques petits îlots, on n'est pas un monde, c'est pas un mot. C'est pour l'instant, c'est encore un problème ou un concept plutôt éthique et pas encore pour de vrai, comme on dit. Donc, je pense que tout ce que vous avez dit est une bonne leçon pour nous tous. Merci beaucoup. Un élément de réponse, enfin par rapport à, pour ne pas laisser croire que la France serait plus vertueuse qu'elle n'est pour ce qui est de l'introduction des produits biologiques dans les cantines scolaires, dans la restauration collective. La ville de Rennes a fait un très gros travail et je crois que vraiment, il faut vraiment remercier Ludovic Brossard pour le boulot qu'il a fait et avec d'autres. Mais c'est un exemple rare. Actuellement en France, il y a beaucoup moins de bio dans les cantines scolaires que ce qu'on espère, que ce qu'on demande. Donc il ne faut pas trop idéaliser la politique française là-dessus. On a réussi à faire voter dans une loi le fait que... alors bon, c'est des lois très générales. Il y a quelques années, une loi qui a dit qu'il faut qu'il y ait, en 2022, 50% de l'alimentation dans les cantines qui viennent de forme durable. Et dans ces 50%, 20% doit venir de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est super. Ça, c'est génial. Mais la réalité, c'est que je pense qu'on est à peu près comme en Pologne pour l'instant. On est à quelques pourcents seulement. Il y a très peu de produits bio dans les cantines. La France ne s'est pas donné les moyens d'appliquer sa propre loi. Et c'est pas les paysans bio qui n'ont pas su fournir. C'est pas les acteurs agricoles qui ont bloqué. Enfin, certains, si, bien sûr. Mais c'est l'agro-industrie, le système agro-industriel conventionnel et les pouvoirs publics, le gouvernement français, n'a absolument pas voulu que la loi soit appliquée. Donc aujourd'hui, malheureusement, alors que ça serait un formidable levier de développement, parce que ça apporte une sécurité de débouchés, ça apporte une relation entre les enfants et la ferme, ça peut recréer un lien concret, palpable, entre le vivant et l'école. Donc il y a plein d'avantages formidables au développement de la nourriture bio dans les cantines. Malheureusement, la loi n'est pas appliquée. Mais bon, je ne voudrais pas finir de façon trop négative. Espérons qu'elle le soit. Il y a quand même des choses qui avancent. Ouais. Hein. Il y a des choses qui avancent. Et bon, moi, là, pour Rennes, le coup, je suis investie en restauration collective et ça avance, ça bouge. Et il y a la pression citoyenne qui fait que ça va avancer, ça va bouger. Les parents d'élèves demandent du bio dans les cantines. Et ça va avancer, c'est sûr. Bonsoir à tous. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui disent des choses vraiment très intéressantes ce soir. Donc moi, je suis paysan bio de ce territoire, même fils d'agriculteur bio. Mes parents faisaient de la bio dans les années 60. Et j'ai écouté Joël. Joël, on a déjà commencé, on a fait 5 enfants avec ma femme. Donc ils sont tous bio. Ils sont tous bio. Mon fils s'installe avec nous. Et on a 35 hectares, on a des brebis laitières, on a 110 brebis laitières, on fait du fromage. Et notre objectif, c'était de faire le meilleur produit possible
C'était l'objectif. Si tu fais un bon produit, ça arrive toujours à bien se distribuer. Et puis, donc, mon fils arrive en plantant des arbres. Donc, on a planté 1000 arbres l'hiver dernier, 400 fruitiers. Et puis, ce que je voulais témoigner, c'est que j'ai connu l'agriculture de mes parents. C'était une agriculture basée sur exclure les produits chimiques, exclure les engrais et tout ça. Donc, la technicité, l'agriculture biologique, c'est une agriculture très technique. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut amener une autre dimension. Et moi, je fréquentais les brebis tous les jours. Elles m'ont éduqué. Avoir une très bonne relation avec eux, la gratitude. Guillaume, lui, il a la gratitude avec les arbres. Donc, voilà, on pratique tout ça. Ça veut dire qu'on donne une dimension spirituelle. Mais le sens spirituel, c'est vraiment la relation. Dans chaque être, plante, même la terre, il y a un esprit. Il y a un esprit. Quand on dit qu'un crapaud, c'est un arbre qu'on a coupé. Donc, c'est un gnome. Et voilà, donc, voilà, le spirituel, c'est très important, c'est une autre dimension. Et si on réussit aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est engagé dans cette dimension spirituelle. Parce que il y a, je ne sais pas combien d'univers au-dessus de notre tête. Nous, on est des petits, là. Forcément, on doit avoir de l'humilité. Mais au-dessus, il y a des univers, il y a des planètes. Il faut regarder la biodynamie, c'est la relation avec les planètes. Donc moi, j'ai le calendrier des biodynamistes depuis bien longtemps. On l'applique, on le respecte pour la fabrication des fromages, pour la plantation des arbres. Et cette année, quand tu as une dimension spirituelle, la vie ne t'abandonne pas, puisque bio, ça veut dire vie. Hein. Elle nous a arrosés. On a planté 1000 arbres. Elle a fait que nous arroser cet été. On n'a jamais vu ça. On avait prévu des citernes. On avait prévu des citernes pour arroser les arbres. On n'a même pas eu besoin. Donc voilà, la dimension spirituelle, ça permet de réussir. Nous, on nous a dit, quand on s'est installé, on avait un projet pharaonique. Et c'est vrai qu'on a commencé à 2, et là, les enfants arrivent. Maintenant, on a un projet social. C'est-à-dire que c'est pas facile de travailler à plusieurs. Là, Guillaume a trouvé une prof de SVT qui était oufeuse, et puis la voilà qui veut s'installer avec nous. Et donc, elle est tous les matins, avant moi, à la traite des brebis. Et donc, aujourd'hui, on a fait une journée avec elle sur comment faire de l'acupuncture sur les brebis. Et donc, voilà. Je tenais à dire aussi qu'on n'a jamais utilisé un produit de synthèse sur nos animaux, sur notre terre. C'est zéro. La bio, vous savez, c'est 95% plus 5%. Mais qu'est-ce qu'on met dans les 5%? Des nanoparticules. C'est ça, l'agriculture bio-industrielle. Dans les 5%, on peut mettre des choses. Nous, c'est 100%. 100% parce qu'on n'a pas confiance. On a eu la vache folle, on a eu des tas de problèmes. Donc, non, nous, voilà. On n'achète pas d'engrais, on n'achète pas d'aliments, on n'achète rien. Voilà, donc, tant pis pour toutes ces grandes sociétés-là. Mais c'est vrai que... Et pourtant, on peut être victime, on peut aussi perdre, parce qu'il y a un mot qui n'a pas été utilisé aujourd'hui, c'est le mot qu'on applique à l'humain, c'est ça vous allez peut-être le découvrir, c'est un mot artificiel, intelligence artificielle. Magnifique. Alors, moi, ce que je dis, ce qui pollue la vie, c'est tout ce qui est artificiel, en fait. Hein, l'ammonitrate, c'est artificiel. Et aujourd'hui, les ondes sont artificielles, elles sont pulsées. Elles ont failli mettre notre ferme par terre en 2013 à cause d'une antenne implantée sur une faille géologique. C'est passé par le sous-sol. J'ai perdu 28 brebis, un tiers de mon cheptel. Et puis non. C'est... Voilà. Monsieur l'abbé, force et détermination. Voilà. Ça, c'est ma devise. Donc voilà. La question, en fait, c'est... Je voudrais qu'on aborde la bio sur cet angle artificiel. Est-ce qu'on est capable d'employer plus ce mot, hein, parce qu'aujourd'hui, les pollutions artificielles, elles sont multiples. Donc il va falloir y faire face, y faire attention. Si on veut vraiment que la vie perdure, donner du sens. Nous, les paysans, on a une force, c'est qu'on a les pieds sur terre, la tête dans le ciel, et qu'on essaye de donner du sens à notre vie, à la vie. Et c'est ça, notre raison d'être. Et on fait partie de la science empirique. Tous les jours, on expérimente, on observe. La science empirique, c'est qu'on observe. Et nos animaux, par rapport à l'homme, ils ne trichent pas, ils ne mentent pas, ils s'expriment.
Si Jacques veut répondre. Je prendrai un petit contre-pied quand même sur l'aspect artificiel, parce que, non pas pour contredire, mais pour amener peut-être un peu autrement, il ne faut pas qu'on oublie que l'agriculture est une artificialisation du milieu. On crée un autre écosystème. Un agroécosystème n'est pas le même écosystème que l'écosystème naturel. Et c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, l'humanité a effectivement occupe une grande partie de la planète. Ça fait partie de sa façon d'habiter la planète, de faire de l'agriculture. La chasse et la cueillette, c'est super, mais on aurait pu rester des chasseurs-cueilleurs, hein, mais on ne serait pas aussi nombreux. Aujourd'hui, il faut faire avec l'humanité telle qu'elle est. Et donc, qu'on transforme, qu'on crée des choses artificielles, pour moi, c'est pas en soi un problème. Même si je comprends bien que quand vous parlez d'artificiel, vous pointez certaines formes d'artificialité qui sont effectivement des problèmes. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'être conscient, enfin, c'est de penser à ce qui est de l'ordre du maintien d'un équilibre et d'une maîtrise à échelle autorégulatrice, qui peut s'autoréguler, et ce qui nous échappe. Et en fait, ce qui est le plus important dans les actions qu'on va mener, la technique, on en fait tout le temps. Tout acte agricole utilise des techniques. Pourquoi est-ce que certaines sont bonnes et certaines ne sont pas bonnes ? Ça, c'est une grande question qu'on se pose tout le temps. Et souvent, on a tendance à dire, bon, pour des raisons idéologiques, on va dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ou pour des raisons philosophiques. En fait, pour moi, il y a une ligne de fracture qui est assez simple. C'est qu'il y a des techniques qui sont maîtrisables à l'échelle humaine, à l'échelle d'un individu ou d'un petit groupe d'individus, d'une communauté rurale, et il y a des artificialisations, des techniques qui ne sont pas maîtrisables. Et pour moi, la frontière, elle est surtout à ce niveau-là. Et dès lors qu'on dépasse le maîtrisable, on perd l'autonomie. L'autonomie n'étant évidemment pas l'autarcie, mais le fait d'être maître de ses choix. L'autonomie, c'est un terme qui est génial, je trouve, parce qu'en agriculture, on le confond souvent avec l'autarcie, parce qu'on pense au niveau économique, etc. Mais l'autonomie, c'est aussi ce qu'on apprend à un enfant. On apprend à un enfant à être autonome. C'est pas pour lui apprendre à vivre en ermite tout seul au milieu des bois. C'est lui apprendre à être maître de sa vie, maître de ses choix. Et donc, voilà, je reformulerai un peu la question de l'artificialisation en disant qu'il n'y a pas de technique qui soit a priori mauvaise. Il y a une échelle de techniques. Et il est clair que celle que vous avez citée pose des problèmes. Il n'y a aucun doute. Et c'est bien toute la question d'un certain nombre de projets techniques qui nous sont proposés aujourd'hui, avec l'agriculture de précision, avec les OGM, avec tout ce qui est de l'ordre de l'industrialisation. C'est que très clairement, on n'a plus aucune technique de maîtrise dessus, et c'est une très grosse question politique derrière. Je voulais juste vous remercier parce que j'ai entendu... Bon, mon petit doigt m'a dit, donc je vous relais ça, que en fait, votre belle brochette de témoignages et surtout d'ouverture, justement, même pas d'ouverture, de relais du cœur plutôt. En fait, on m'a dit que ce serait une belle introduction du congrès et que si on avait pu avoir une telle mise en bouche en introduction d'un congrès bio, c'est une petite suggestion pour la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, en tout cas, c'était une belle conclusion pour notre débat.